Bonsoir à tous, il est exactement 20h. Merci d'avoir choisi TV+ pour vous informer. Voici les principales articulations de ce journal. Les syndicats des mairies de Libreville passent de la parole à l'acte. Les activités au sein des mairies d'arrondissement sont aux arrêts. L'amélioration des carrières des agents municipaux à l'origine de ce mouvement de grève. 55e anniversaire du Parti démocratique gabonais au titre de manifestation, le colloque consacré à l'intégration de la femme en politique. La manifestation a vu la présence de plusieurs cadres du parti. Et puis à l'étranger, crise au Nord Kivu, malgré l'accord de cessez-le-feu établi par les chefs d'état-major de la force est-africaine, le M23 campe sur sa position. Vous le verrez dans ce journal. Front social en ébullition, les agents municipaux en grève depuis ce matin. De la menace, ils sont passés à l'exécution en barricadant les accès d'arrondissement des mairies d'arrondissement de la capitale gabonaise, à l'exception de l'hôtel de ville de Libreville. Le constat de Jessica Ondjoa. Aucune présence des agents municipaux, certains citoyens désespérément assis. Ce sont des images observées ce vendredi 31 mars. Une situation qui fait suite à la décision prise par les agents municipaux lors de leur assemblée générale. Nous avons des poteaux de représentants dans tous les arrondissements. Chaque arrondissement est dès maintenant. Les agents municipaux ont décidé de la fermeture. Donc à partir de demain, je crois que tout est barricadé. Jusqu'à ce que l'administration règle le problème d'abord non préalable. Une fois le problème réglé, nous repartons au niveau de la commission pour réfléchir sur les poches financières par rapport à la nouvelle grille. Le mouvement n'est pas effectif à la mairie centrale de Libreville. Ce matin, les portails étaient grandement ouverts, les manifestants ne pouvant se déployer à cause de la présence effective des forces de l'ordre qui sillonnaient le périmètre. Côté négociation, les pourparlers sont suspendus en attendant de trouver un point d'accord sur la question des nominations des agents fonctionnaires et bien plus certains dysfonctionnements dans cette institution et celle des arrondissements. Reprise des activités commerciales autour de la gare d'Ovendo, activité interrompue il y a quelques mois à la suite justement de l'éboulement de la voie à Ferré. Comment se portent les petits et les grands commerces? Le reportage de Dorcelia Pendi. Coup dur pour les petites et grandes activités commerciales à la gare d'Ovendo. Pendant cette longue période d'arrêt du trafic ferroviaire et en l'absence de la grande majorité de leur clientèle, ils se sont imposés un service minimum. Non, tu sais qu'ici, notre marché, c'est quand il y a les trains qui voyagent. Quand il y a les voyageurs, nous on a la clientèle. Mais quand il n'y a pas de voyageurs, on n'a pas de... En fait, quand il n'y a pas les trains, nous on n'a pas de clientèle. Donc vraiment, on a passé un moment difficile. Donc nous sommes là, on ne pouvait pas seulement fermer, parce qu'il faut fermer, parce que ce n'est pas aussi bien. Donc on est là seulement pour attendre. Mais ça fait plus de 3 mois et poussière. On ne travaille pas, il n'y a pas de clientèle. Petit à petit, les activités reprennent. C'est comme vous le constatez, vous avez remarqué qu'il n'y a pas encore d'influence de la clientèle dans les deux sens, notamment les clients de la CETRAC, notamment les voyageurs. Et la reprise s'est donnée officiellement, mais la reprise est faite d'une manière un peu progressive, lentement. Nous imaginons que peut-être toute la nation n'est pas encore peut-être informée de la reprise. Certes, la reprise est timide, mais les commerçants espèrent retrouver les meilleurs chiffres d'affaires le plus rapidement possible. Nous poursuivons ce journal. C'est un sujet aussi important que les produits de première nécessité, le coût de logement au Gabon, également au centre des assises nationales par rapport à la vie chère au Gabon. C'est un communiqué qui ressort de plus hautes autorités gabonaises. Des précisions dans ce reportage de Jessica Ondjoa. À ce sujet sur la cherté des logements au Gabon, les avis sont diversement appréciés. On constate qu'effectivement le loyer coûte cher. Pour le Gabonais lambda, qui se débrouille avec des petits commerces, des petites bricoles, si on va lui dire à son niveau, une chambre par exemple américaine est à 300 000 francs ou à 150 000, comment il peut trouver les 300 000 francs et les 150 000 francs? Tout est quasiment à l'arrêt. Il n'y a pas beaucoup d'activités qui peuvent nous donner un peu de finances de gauche à droite. Voilà pourquoi le Gabonais lambda ne peut pas s'en sortir si le bailleur disait que son loyer est à partir de 150 000 francs par une chambre. Le logement ne coûte pas cher, mais c'est la vie. Au marché, au niveau du marché, tout coûte cher.
On augmente les prix tous les jours. La boîte de tomates qui coûtait 100 francs aujourd'hui, ça coûte déjà 200, 150. Donc c'est la vie qui est chère et pas les logements. Un regard particulier sur les logements semble être le bienvenu en cette période liée aux travaux des prochaines assises de la lutte contre la vie chère. Le problème ne réside pas sur le logement. Le problème réside sur la satisfaction de la population. Le peu qui ont un travail déjà ne trouvent pas satisfaction dans leurs revenus. Il faut d'abord améliorer leurs revenus pour que le logement ne puisse pas avoir un impact. C'est le constructeur à ses propres frais qui essaie de mettre un prix pour espérer avoir quand même un petit revenu, récolter quelque chose sur toutes les dépenses qu'il a eu effectuées. Oui, les loyers coûtent cher. Maintenant, ça dépend aussi de la qualité du loyer. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, le matériel de construction est devenu excessivement cher. Le bois qu'on achetait à l'époque, à 1000 francs, 800 francs, les chevrons, les lattes et tout ça. Aujourd'hui, pour trouver une latte, vous êtes pratiquement à 2500 pour 3 mètres. Et ce bois n'est pas un bois importé, c'est un bois qui est transformé localement, qui est coupé sur le sol gabonais. Pour certains citoyens, le coût du logement est la conséquence de la conjoncture au Gabon. Les résolutions issues des prochaines assises sont très attendues. Toujours au chapitre de la vie chère au Gabon, les travaux se sont poursuivis en plénière ce matin à l'hôtel Boulevard de Libreville. Un rapport final est attendu au terme de ces travaux. Suivant ce reportage. Continuité en ce qui concerne les assises provinciales de lutte contre la vie chère. Pour cette journée, des plénières ont vu d'établir un rapport. Il s'agit entre autres d'élaborer des propositions dans chaque commission afin de les soumettre à qui de droit pour le compte de la province de l'Estuaire. La première journée s'est bien passée, mais il faut avouer que les échanges ont été houleux, mais le bon sens a prévalu. Et nous pensons que nous, en tant que participants, en tant que modérateurs, notre objectif est de donner ou d'apporter des contributions par rapport aux orientations qui ont été données. Après état des lieux, recommandations, propositions selon les thèmes et les problématiques traitées, un document sera rédigé et déposé sur la table des décideurs. Il revient, n'est-ce pas, au gouvernement, n'est-ce pas, de prendre des décisions fortes pour régler la question, ou du moins les questions qui ont été soumises. L'ensemble des mesures qui seront retenues lors de ces échanges devront permettre très bientôt de régler d'une manière ou d'une autre la problématique de la vie chère au Gabon. Le reportage était signé d'Orcelia Pendi. Ville et parti à présent, la jeunesse féminine en politique, les lignes bougent. C'est le thème du colloque organisé par le Parti démocratique gabonais ce matin. Une rencontre qui s'est tenue au B-Space. C'est derrière le ministère des Eaux et Forêts. Les enjeux de cette rencontre avec Ruth Matsanga. Militants et militantes du Parti démocratique gabonais étaient nombreux au B-Space dans le cadre de ce colloque ayant pour thème la jeunesse féminine en politique. Les lignes bougent, les objectifs de cette rencontre. Cette rencontre, vous l'avez compris, nous fournit donc une double occasion pour mener ensemble une réflexion sur les mécanismes d'impulsion du leadership politique des femmes, spécifiquement les jeunes femmes du Parti démocratique gabonais. Le parti entend engager plus de femmes en politique pour leur épanouissement et leur représentativité. Que le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba m'avait particulièrement confié la mission de mobiliser les jeunes femmes au sein de l'UJPDG et de veiller à leur plein épanouissement dans le respect des principes d'égalité des chances, d'équité et de travail. Aujourd'hui, le parti met à l'honneur la jeune femme militante, exceptionnelle, qui pourrait trouver sa place aisément au sein de l'UFPDG comme au sein de l'UJPDG. Pour le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, la femme occupe aujourd'hui des responsabilités dans les instances décisionnelles. La place des femmes et leur rôle dans la vie publique ne font plus l'objet d'un doute. Récemment encore, la camarade, allais-je dire, Rose Cristiano Soukara Ponda a accédé aux hautes fonctions de première ministre, chef de gouvernement et maintenant aujourd'hui, comme on le sait, à celle de vice-présidente de la République. À quelques mois des élections générales au Gabon,
Ce séminaire devrait booster les femmes pour s'assurer un positionnement politique des plus élevés en qualité et en quantité. Toujours dans ce même chapitre, 55e anniversaire du Parti démocratique gabonais, ce colloque va essentiellement tabler sur les mécanismes visant à hisser la femme à la tête des instances de ce parti politique, un déficit qui reste pour l'instant à combler malgré l'effort consenti il y a de nombreuses années. Plus de précisions avec Chimenino. La rencontre de ce jour qui a pour thème la jeunesse féminine de l'Union des jeunes du Parti démocratique au Gabonais, l'UJPDG en politique, les lignes bougent n'est pas restée en marge de cette problématique qui préoccupe les politiciens. Depuis la création du Parti démocratique au Gabonais jusqu'à nos jours, la gente féminine reste toujours moins représentée. Les raisons. Il y a d'abord une volonté à affirmer, parce qu'il y a d'abord un engagement personnel. Et à côté de ça, s'entourer des moyens nécessaires en faisant en sorte qu'au niveau du parti, non seulement on accorde un peu plus de place, parce qu'on va dire qu'il faut se battre, oui, les femmes se battent, mais il faut encore reconnaître les compétences qui sont les leurs et mettre à leur disposition les rudiments de formation, d'éducation et de sensibilisation, mais aussi limiter deux fois, parce qu'on dit faire de la politique, il faut avoir des moyens. Il faut avoir des moyens économiques, il faut avoir des moyens financiers, il faut avoir une disponibilité. Or, il y a aussi le fait qu'elles doivent s'occuper de sa famille. À la suite de ces propos, Angélique Ngoma, femme politique, fait un brief exposé de son adhésion dans la vie politique, notamment au PDG. Je pars du principe que d'autres m'ont tendu la main, comme ce jour où je me suis levée un matin pour assister à une réunion politique. Et à partir de ce matin-là, j'y suis restée jusqu'à présent. Donc c'est d'abord la détermination, l'affirmation de soi. 4 panels avec des thèmes aussi évocateurs les uns des autres ont constitué des temps forts de cet événement. Entre autres, la gestion de l'information et promotion de la jeune femme en politique à travers les médias et les réseaux sociaux. La majorité des citoyens utilisent les réseaux sociaux et grâce aux réseaux sociaux, ils ont la possibilité de pouvoir procéder aux discussions, aux débats politiques, de pouvoir émettre leurs idées, mais aussi de parler de leurs préoccupations. Et donc les politiques, face à cette situation, ils ont réussi à trouver leur intérêt là-dedans. L'appropriation de l'idéologie politique du parti par la jeunesse féminine, le renforcement des capacités des jeunes femmes et l'amélioration du militantisme afin d'accroître la qualité de leur participation à la gouvernance politique, l'adhésion massive des jeunes femmes à travers une stratégie globale de mobilisation sont, parmi tant d'autres, les résultats attendus. Résultat attendu, activité présidentielle à présent, visite du président Ali Bongo dans la province de Logoué-Lolo. Le chef de l'État a visité le hub logistique multimodal de Lastourville. L'infrastructure dédiée à la valorisation du secteur forestier apporte une contribution importante au développement socio-économique de cette localité. Des précisions dans ce reportage signé de la presse présidentielle. Lastourville, terre d'accueil et d'histoire. Aujourd'hui, la ville reçoit le président de la République. Première étape de son périple dans cette localité, le hub logistique multimodal. L'infrastructure moderne que le chef de l'État visite ce jour est connectée au réseau ferroviaire de la CETRAG. Elle œuvre au stockage, à la gestion et au transport du bois transformé dans des conteneurs jusqu'au port à bois d'Ovendo. Excellent Monsieur le Président de la République, plusieurs problématiques ont été posées, notamment sur les capacités d'évacuation. Nous sommes en discussion avec la CETRAG pour qu'un certain nombre d'efforts soient consentis afin d'offrir au secteur bois et au secteur minier, autre que Comilogue, un certain nombre de garanties d'évacuation de leur production. Car en effet, c'est un problème qui est observé dans le Goué-Lolo, dans le Haut-Goué et dans d'autres provinces. Et nous espérons que ces discussions engagées avec la CETRAG vont aboutir sous peu. Nous souhaitons également, dans le cadre du renforcement et du renouvellement de la voie, à laquelle contribue grandement le gouvernement gabonais à travers un mécanisme mis en place avec d'autres partenaires. Nous espérons dans ces conditions-là pouvoir augmenter les capacités également de CETRAG à pouvoir évacuer la totalité des minerais et du bois soumis à son attention. Et depuis l'année 2018, l'infrastructure matérialise la vision de développement du président de la République dans cette partie du Gabon. Sur la question de l'électricité, nous sommes aujourd'hui parvenus à un niveau de saturation de la ligne qui part de Grand Poubara jusque dans le Goué-Lolo. Et nous sommes en train de travailler
avec le ministère de l'Énergie et la SEG pour qu'il y ait d'autres possibilités afin effectivement de permettre aux usines dans cette région de pouvoir fonctionner sur la base de l'énergie fournie par la SEG parce qu'en effet, leur propre production d'énergie renchérit leur coût d'exploitation. Bien sûr, il est utile de regarder la valorisation des autres secteurs, notamment l'utilisation des autres mécanismes de production d'électricité, la valorisation notamment de la biomasse. Tous ces éléments peuvent être mis à contribution pour aider à valoriser tout ce que nous avons ici dans la région, le bassin industriel de l'Astorville et de Logoué-Lolo de façon générale. Voilà les réponses que nous voulions apporter, Monsieur le Président de la République. Et dans le même temps, le gouvernement s'emploie à accorder une existence juridique qui va garantir sur la durée l'exploitation de ce hub qui est ici créé à l'Astorville. Construit par le groupe Bolloré, le hub logistique multimodal de l'Astorville présente plusieurs avantages socio-économiques pour l'ensemble des acteurs de la filière bois et les populations de cette région du sud-est du Gabon. Toujours dans le cadre de la tournée républicaine du président Ali Bongo, après son arrivée hier jeudi à Koulamoutou, le président gabonais s'est rendu à Ibunji, dans le chef-lieu du département de Lofoué-Onoé. Ali Bongo est allé au contact des populations pour des entretiens approfondis et très instructifs sur les initiatives de développement dans cette localité. Presse présidentielle. Au rythme des danses et des chants traditionnels locaux, le président Ali Bongo Ndimba est accueilli à Ibunji. Dans la ferveur populaire, l'instant de communion est partagé par l'ensemble des habitants du département de Lofoué-Onoé. Dans cette région du pays, le président de la République est venu discuter avec les populations locales. Des discussions prolongées et très instructives qui ont permis de dissiper les inquiétudes des membres de la Fédération des coopératives agricoles d'Ibunji dans leur activité au quotidien. Concernant le conflit homme-faune présent dans cette région de forêt équatoriale, le chef de l'État rassure, l'indemnisation des victimes de cette situation est imminente. Acteur majeur de la préservation de l'environnement, le président de la République, à travers ses engagements, s'attelle à concilier la sauvegarde de la nature et le développement des activités humaines pour l'épanouissement des habitants de cette contrée du pays. Nous quittons le volet justement des activités présidentielles pour parler de santé à présent, dans cette période où au Gabon enregistre des cas importants liés à la maternité. Le carnet de santé s'avère un document très important et indispensable pour les futures mamans. Les données de ce contenu dans ce reportage de Chimène Lindon. Remis à la maternité, présenté systématiquement aux sages-femmes lors des rendez-vous ou aux différents spécialistes, le carnet de santé permet de prendre connaissance des renseignements qui y figurent et d'y consigner leurs propres indications et constatations, d'où son importance. Le carnet de santé de l'enfant, c'est son passeport. Tous les éléments de sa santé est inscrit dedans, dans ce carnet, à partir de la naissance. L'importance de ce carnet, c'est que dans ce carnet, on va écrire toutes les informations, si on veut parler du bébé, toutes les informations de sa naissance, comment sa naissance s'est passée, dans quelles conditions, est-ce qu'il était en bonne santé à sa naissance, est-ce que sa vitalité était bonne. Et à partir de sa naissance, on va le surveiller de près. Tous les éléments, c'est-à-dire les éléments les plus importants, c'est sa croissance. Le non suivi des indications inscrites dans le carnet de santé de son bébé peut avoir de lourdes conséquences. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que si une maman ne prend pas la peine, d'accord, de vérifier tout ce qu'il faut faire, déjà il y a des conseils qui sont donnés dans ce carnet concernant le palu, concernant l'hygiène, concernant la croissance, le développement. Donc, une maman doit prendre le temps de lire ce carnet dès le début parce qu'il y a des informations importantes sur la prévention. De ce fait, la sage-femme recommande. Le personnel de santé a le devoir d'expliquer à la maman que tout doit être écrit et on lui dit exactement aussi comment un enfant se développe pour qu'elle le sache. Est-ce que le bébé se développe dans les normes? Outre tous les éléments relatifs à la surveillance médicale d'un enfant, le carnet de santé contient également d'autres informations, à l'instar de nombreux messages adaptés aux différentes périodes de la vie d'un enfant.
La page étrangère de cette édition de formation République démocratique du Congo, refus du retrait du groupe armé de M23 du Nord Kivu. Malgré un accord de cessez-le-feu, ces rebelles campent sur leur position. Les affrontements continuent dans ce pays. Plus de précisions dans ce récit de Leslie Nanaka. Selon la feuille de route établie par les chefs d'état-major de la force est-africaine en février dernier, la nouvelle échéance pour le retrait total du groupe armé M23 des territoires de l'Est de la République démocratique du Congo était fixée pour ce 30 mars 2023. Manifestement, les rebelles du M23 n'ont pas bougé d'un iota. Après un cessez-le-feu qui n'a jamais vraiment été respecté sur le terrain, c'est un nouvel échec pour cette feuille de route du sommet de l'Union africaine. On note toujours une forte présence des rebelles du M23 dans une large partie de la province du Nord Kivu. C'est le cas du site de Bunanga, situé à la frontière ougandaise, censé être la voie d'entrée des troupes ougandaises le 29 mars, toujours sous occupation du groupe armé M23. Sur l'axe Kisanga-Mwesu, on enregistre de violents combats entre l'armée congolaise et le M23. Les chefs d'état-major de l'EAC, rassemblés ce 31 mars à Bujumbura, ont d'ailleurs acté cette situation. Selon eux, cet échec est en partie dû au retard du déploiement des contingents respectifs ougandais et sud-soudanais censés rejoindre ceux du Kenya et du Burundi dans l'occupation des positions libérées par le M23 dans le Nord Kivu. Direction au Sénégal à présent, absent hier au procès, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été condamné à 2 mois de prison avec sursis, une condamnation qui préserve tout de même sa capacité à être candidat à la présidentielle de 2024. De précision dans ce récit de Sidela Niman. Le tribunal de Dakar a prononcé une peine de 2 mois de prison avec sursis contre Ousmane Sonko, chef de file de l'opposition pour diffamation. Le doute planait sur la possibilité ou non pour lui de se présenter à l'élection présidentielle de 2024 après son verdict. La condamnation n'empêchera donc pas Sonko de se présenter aux élections, un effort apparent des autorités pour désamorcer une impasse avec ses partisans qui sont descendus à plusieurs reprises dans la rue pour dénoncer ce qu'ils disent être une campagne politiquement motivée. Ancien inspecteur des impôts passé à la politique et devenu chef du parti d'opposition PASTEF, Ousmane Sonko a terminé 3e de l'élection présidentielle de 2019. Sa popularité a depuis augmenté et il est considéré aujourd'hui comme le principal opposant politique du président sortant Macky Sall. Il a fait face à des accusations de diffamation portées contre lui par Mbaye Nyang après l'avoir accusé d'avoir volé 29 milliards de francs CFA à une agence gouvernementale. Il a nié tout acte répréhensible et avait précédemment déclaré que les accusations portées contre lui étaient une tactique visant à l'éliminer de la course présidentielle. L'homme de 48 ans fait également face à des accusations distinctes de viol, d'une employée de salon de beauté et de menaces de mort contre elle en 2021. Il a également nié les actes répréhensibles dans l'affaire d'abus sexuels. Les cas ont provoqué de violentes manifestations à travers le pays. La colère a également augmenté autour des craintes que Macky Sall utilise une récente modification de la Constitution pour réinitialiser son mandat, qui se termine en 2024, lui permettant de briguer un 3e mandat. La police a été déployée en grand nombre à Dakar ce jeudi, un jour après que les forces de sécurité ont tiré des gaz lacrymogènes lors d'affrontements avec des étudiants qui tentaient d'organiser une manifestation interdite. L'actualité en bref, le pétrolier danois Monsagia reformé sous pavillon libérien attaqué le 25 mars dernier dans le golfe de Guinée a été localisé et secouru par la marine française au large des côtes de Sao Tomé et Principe, mais une partie de l'équipage a été kidnappée, a annoncé vendredi 31 mars son armateur. Nous poursuivons ce journal à l'Assemblée générale adoptée par consensus ce matin une résolution historique par laquelle elle fait part de son intention de demander à la Cour internationale de justice un avis sur les obligations des États à l'égard des changements climatiques. Maya Meza nous en dit plus. La résolution a été rédigée par Vanuatu et inspirée par les étudiants en droit des îles du Pacifique qui souhaitent que le système juridique international assure la justice climatique. Après l'adoption d'aujourd'hui, le Premier ministre de Vanuatu, Alatua Ismaël Kalsakou, a pris la parole lors d'une rencontre avec la presse devant la salle de l'Assemblée générale. Aujourd'hui, nous avons assisté à une victoire record pour la justice climatique. Je suis fier au-delà de toute mesure qu'aujourd'hui, l'Assemblée générale des Nations unies
et adopté à une écrasante majorité, par consensus, la résolution de Vanuatu sur le changement climatique et les droits de l'homme. La résolution historique d'aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère dans la coopération multilatérale sur le climat, une qui est plus pleinement axée sur le respect de la primauté du droit international et une ère qui place les droits civils et l'équité internationale au premier plan de la prise de décision climatique. Le fait même qu'une petite nation insulaire du Pacifique comme Vanuatu ait pu mener avec succès un résultat aussi transformateur témoigne de l'incroyable soutien de tous les coins du monde. Salomon Yeo, qui représente Pacific Island Sudan, s'est également adressé aux journalistes. Nous espérons voir que les voix des jeunes, ainsi que les voix d'autres groupes vulnérables à travers le monde, pourront être représentées d'une manière véridique et significative à la Cour internationale de justice. Avant l'adoption, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également fait ses remarques dans la salle de l'Assemblée générale. La justice climatique est à la fois un impératif moral et une condition préalable à une action climatique mondiale efficace. La crise climatique ne peut être surmontée que par la coopération entre les peuples, les cultures, les nations, les générations. Les questions juridiques contenues dans le projet de résolution représentent un équilibre prudent, atteint après de longues consultations, tout en préservant son intégrité. Au cœur de la question se trouve le désir de renforcer davantage nos efforts collectifs. Pour faire face au changement climatique, il faudrait accorder à la justice climatique l'importance qu'elle mérite et mobiliser l'ensemble du droit international face à ce défi sans précédent. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci d'être resté en notre compagnie. Demain, Maya Meza pour vous informer. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. S'il plaît à Dieu, bonne suite de programme sur TV+. Au revoir.